Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter VOA Afrique. C'est votre santé, votre avenir qui commence. Pour vous présenter cette édition, je suis Rosine Monezero et comme d'habitude, Mohamedou Mfa est avec moi pour la co-présentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous nos auditeurs, en particulier ceux de la République démocratique du Congo. Ils sont soulagés de savoir que c'est la fin de l'épidémie d'Ebola. Le 24 juillet dernier, en effet, le ministère congolais de la Santé a déclaré la fin de l'épidémie. Dans cette édition, nous tirons les leçons de la riposte. Il a été important d'avoir dans des endroits comme Kinshasa un niveau d'alerte élevé pour que les gens arrivant d'endroits comme Bandaka sur le fleuve et ayant des symptômes inhabituels soient immédiatement isolés. L'épidémie est peut-être terminée, mais nous le verrons. D'autres défis interpellent les autorités dans les prochains mois. Au sein de la communauté, les gens ont changé leur perception de la maladie en se disant qu'il y avait une solution. Quels sont les problèmes majeurs qui peuvent se poser après la fin d'une épidémie? Nous avons posé la question à un spécialiste qui a vécu la phase post-épidémie, c'était en Guinée. Près de 67% présentaient des problèmes de santé mentale et 30% nécessitaient une psychothérapie médicamenteuse. Les autres problèmes, c'était les problèmes de stigmatisation et de discrimination des victimes. Bilan, leçons et perspectives de la 9e épidémie d'Ebola en RDC. Nous en parlons dans la suite de ce programme. Ce sera après l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et l'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Parlons tout d'abord de la conférence internationale sur le sida qui vient de se dérouler à Amsterdam. C'était une occasion de remobiliser les acteurs autour de la lutte contre l'épidémie. Tout à fait, Mohamedou. Experts et militants se sont retrouvés dans la capitale des Pays-Bas à un moment où s'installe une dangereuse complaisance vis-à-vis d'une maladie qui est mieux traitée mais fait toujours de ravages. Les chiffres ont donné à certains le cran de déclarer que la fin du sida est à portée de main, a relevé le chercheur et ancien patron de l'ONU-SIDA, Peter Piot. Des chiffres qui montrent que près de 3 personnes sur 5 qui vivent avec le VIH prennent des traitements antirétroviraux. Pour la première fois depuis le début du siècle, le nombre de morts annuels est passé sous 1 million en 2016 et en 2017. Et pourtant, Firmin, des inquiétudes demeurent, notamment pour les personnes qui ignorent leur statut sérologique. Effectivement, selon l'ONU-SIDA, dans une 50aine de pays, les infections sont en hausse, faute de prévention ou à cause de législation répressive contre des populations à risque comme les travailleuses du sexe, les homosexuels et les usagers de drogues injectables. Par ailleurs, donner la priorité au traitement du VIH plutôt qu'à cette prévention pourrait bien n'avoir été une erreur stratégique, a estimé Linda Gail Becker, présidente de l'IAS, l'Association internationale des professionnels travaillant sur le sida. Les experts et militants présents à Amsterdam ont appelé à mobiliser davantage de financement. L'ONU-SIDA estime à 7 milliards de dollars par an les financements manquants pour que le sida ne soit plus une menace pour la santé publique mondiale en 2030. Vivement Firmin que cet appel soit entendu par les bailleurs de fonds. Parlons maintenant de la malnutrition au Tchad. L'ONG Alima tire la sonnette d'alarme. Les enfants tchadiens souffrant de malnutrition sévère ont atteint un nombre alarmant selon l'ONG Alima, Alliance pour l'action médicale internationale. Entre le 1er janvier et la mi-juillet, le nombre d'enfants sévèrement malnutris hospitalisés a augmenté de 45%. Comparé à la même période en 2017 à l'hôpital Tchad-Chine, affirme Alima. On observe également une croissance de 60% sur les admissions dans les programmes de traitement ambulatoire soutenus par Alima, a ajouté l'ONG. Et comment expliquer cette hausse des cas de malnutrition? Mohamedou, selon le docteur Moumouni Kinda, responsable d'Alima au Tchad, la diminution de la production agricole dans la région du Sahel a entraîné une augmentation du nombre de personnes qui migrent des zones rurales vers les zones urbaines où elles vivent dans des conditions précaires. De plus, la crise économique, la pauvreté et le chômage affectent la capacité des gens à acheter de la nourriture, souligne-t-il. Alima appelle en conséquence tous les acteurs, y compris le gouvernement et les bailleurs de fonds, à se mobiliser rapidement pour soutenir les activités de prévention et la réponse médicale d'urgence en renforçant la prise en charge nutritionnelle des enfants malnutris dans toutes les structures de santé de la ville. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Parlons enfin d'une étude publiée le 23 juillet dernier, une étude qui affirme que le virus Ebola peut rester latent chez des personnes d'apparence guérie. Oui, le virus Ebola peut devenir latent chez un patient qu'on pensait guéri et ressurgir pour contaminer d'autres personnes, ont montré dans une étude publiée mardi des chercheurs qui appellent à une surveillance étroite de nouveaux cas. C'est ce qui a été constaté chez une Libérienne qui avait survécu à la maladie en 2014. Cette dernière avait une persistance virale ou une récurrence de la maladie et a transmis le virus à son mari et 2 de leurs fils, 1 an plus tard selon les chercheurs. Malgré l'absence actuelle des chaînes de transmission actives du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, sa persistance pourrait avoir le potentiel d'une épidémie, faute d'être détectée rapidement et contrôlée, a affirmé une signataire de l'étude, Émilie Dokubo, du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC. Il faut signaler, Firmin, qu'avant cette étude, les scientifiques connaissaient déjà les cas de transmission du virus par le sperme par les hommes qui semblaient être guéris. Effectivement, Mohamedou, d'ailleurs l'OMS recommande aux survivants d'Ebola de s'abstenir de toute relation sexuelle ou d'adopter des pratiques sexuelles à moindre risque en utilisant correctement et régulièrement des préservatifs jusqu'à ce que le sperme ait donné par 2 fois un test négatif. Et lorsque les tests sont négatifs, les survivants peuvent revenir à de pratiques sexuelles normales sans crainte de transmission du virus Ebola. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de la fin de la 9e épidémie d'Ebola en RDC. C'est le 24 juillet dernier que le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a déclaré la fin de l'épidémie. Il aura fallu moins de 3 mois pour maîtriser la situation qui a tout de même provoqué des frayeurs. En effet, à la différence des précédentes épidémies, la 9e a touché 4 endroits différents, y compris un centre urbain en connexion fluviale avec la capitale et les pays voisins. Pour faire le bilan final de l'épidémie, tirer les leçons et parler des actions futures en rapport avec la maladie, notre correspondante à Kinshasa, Bero Matanda, a rencontré le ministre Oli Ilunga. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Le gouvernement congolais vient de déclarer la fin de l'épidémie. Sur quoi se base-t-on pour déclarer la fin d'une épidémie? En fait, on se base sur le règlement sanitaire international qui dit qu'en fait, 42 jours, c'est-à-dire 2 fois 21 jours, la période d'incubation, après la sortie du centre de traitement Ebola du dernier cas guéri, eh bien, on compte 42 jours et 42 jours après, on peut déclarer la fin de l'épidémie à virus Ebola. D'autres calculs se basent en fait sur 42 jours après l'admission du dernier cas confirmé. Donc ce calcul-là nous aurait permis de déclarer la fin de l'épidémie quelques jours plus tôt, mais je crois que d'après le règlement sanitaire international et en accord avec tous les partenaires, on a convenu que ce serait donc le 24 juillet, la fin officielle de l'épidémie, la 9e épidémie à virus Ebola. Monsieur le ministre, quel est le bilan final de cette épidémie en RDC? Le bilan final est le suivant. Donc au total, on a eu 54 cas. Parmi ces 54 cas, 38 étaient des cas confirmés par le laboratoire. Et parmi les cas confirmés, il y a eu 17 décès et 21 survivants. Quelles sont les principales leçons à tirer de cette 9e épidémie? Je crois que la principale leçon à tirer, c'est surtout en fait de se dire que lorsqu'on a une bonne coordination de tous les acteurs de terrain, de tous les partenaires sous le leadership du gouvernement, on peut réellement arriver à un excellent résultat lorsqu'il faut faire face à des défis comme une épidémie d'Ebola. Pouvons-nous savoir le rôle qu'a joué le vaccin administré à plus de 3000 patients? Le vaccin a joué 2 rôles sur le terrain. D'abord, le vaccin a permis de casser rapidement la chaîne de transmission du virus au sein de la communauté. Ça, c'est le premier effet attendu par la technique de double ring vaccination, donc où on vaccinait les personnes qui avaient été en contact avec les patients et les contacts des contacts, ainsi que les professionnels de la santé. Le deuxième effet tout à fait inattendu du vaccin, c'est qu'il a permis de changer le comportement de la communauté face à la maladie. Avant la vaccination, être contact
c'était une cause de stigmatisation, presque une condamnation à mort. Mais avec l'apparition en fait du vaccin, en fait, les gens ont changé leur perception de la maladie en se disant qu'il y avait une solution et que le vaccin pouvait être un moyen de prévention, un moyen de protection. Quelles sont les prochaines étapes après la fin de cette épidémie? Donc nous avons déclaré hier la fin de la phase de riposte, mais après la phase de riposte, il y a ce qu'on appelle nous 3 mois de phase donc de stabilisation, de consolidation du système de santé qui avait été donc affecté, impacté par toute la riposte et par l'épidémie dans toute la zone de l'Équateur. Et après donc cette phase de stabilisation et de consolidation, à partir de fin septembre, début octobre, on commencera la période donc de résilience. Y a-t-il un suivi prévu pour les personnes qui sont guéries de cette maladie? Oui, absolument. Les personnes qui ont été guéries de la maladie et qui se sont regroupées donc dans l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola doivent bénéficier d'un suivi médical, d'un suivi psychologique et un suivi aussi psychosocial. Sur le plan médical, je crois qu'ils doivent bénéficier donc d'un suivi clinique régulier pour voir s'ils ne développent pas d'autres maladies, d'autres symptômes. Je crois qu'ils ont besoin d'un appui psychologique, un appui social et beaucoup aussi donc de conseils, de réconfort. Et alors, il y a aussi un suivi biologique qui doit vraiment être important pour voir comment ils évoluent. Un message à l'endroit des populations pour peut-être éviter que cette épidémie revienne. Est-ce que vous avez un message pour peut-être sensibiliser la population par rapport à ce genre d'épidémie? Je crois que le message le plus important au niveau de la population, c'est vraiment d'essayer de bien respecter les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène des mains, le lavage des mains, ce sont des mesures qui sont très importantes, qui peuvent à la fois les protéger contre une épidémie comme Ebola, protéger aussi les professionnels de la santé, mais c'est aussi des mesures d'hygiène qui peuvent les protéger contre d'autres types de maladies liées à l'eau, telles que le choléra. Monsieur le ministre, je vous dis merci. Merci beaucoup aussi à vous. C'était le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé en RDC. Il était au micro de notre correspondante Béro Matanda. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Pour maîtriser l'épidémie, les autorités congolaises se sont appuyées sur plusieurs partenaires nationaux et internationaux, parmi lesquels l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'OMS, dont l'appui technique et logistique, a permis, entre autres, de mener une campagne de vaccination qui a ciblé le personnel soignant, les contacts des malades et leurs contacts, soit 3300 personnes au total. Selon le docteur Michael Ryan, sous-directeur général à l'OMS, le vaccin a été utile, mais c'est surtout la réponse humanitaire rapide qui a permis de limiter la propagation de la maladie. Voici ses explications. La traduction est de Trésor Matondo. Non, nous ne pouvons pas dire que le vaccin fait la différence. Certes, le vaccin est un outil fantastique dans la lutte contre Ebola. La principale raison pour laquelle nous avons été plus rapides et plus efficaces cette fois est que nous avons lancé une réponse humanitaire très rapidement. Nous avons enquêté très vite, nous avons réagi agressivement. En plus, nous avons pu vacciner les contacts de telle sorte que le vaccin joue un rôle dans la réponse globale, mais un petit rôle. Quelles sont les stratégies qui ont permis d'éviter la propagation de la maladie à une grande échelle? Doit-on considérer que le virus a évolué? Non, il n'y a aucune preuve que le virus ait changé. Il s'est transmis toujours par les mêmes voies. Ce que nous avons réussi à éviter dans ce cas, c'est une amplification à grande échelle de la maladie dans les hôpitaux, dans des funérailles. Dans le cas du fleuve Congo, il y a eu un risque réel que la maladie monte ou descende le fleuve, qui est la route principale vers Kinshasa, vers Brazzaville, la République centrafricaine et d'autres parties du Congo. Notre stratégie a été en premier d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent que s'ils ont la fièvre, ils doivent aller voir un médecin. Deuxièmement, il a fallu des installations pour un contrôle ciblé et stratégique dans les ports à forte densité des voyageurs. Et puis, il a été important d'avoir dans des endroits comme Kinshasa un niveau d'alerte élevé dans des hôpitaux et les centres de santé pour que les gens arrivant d'endroits comme Mbandaka sur le fleuve et ayant de la fièvre ou des symptômes inhabituels soient immédiatement isolés.
Nous avions donc un système en place, mais le système n'était pas basé sur la fermeture du fleuve. Keep the chains of transmission very small. C'était le Dr Michael Ryan, sous-directeur général à l'OMS. L'épidémie est certes terminée, mais l'on pense déjà à la phase suivante. Un plan stratégique de consolidation et de stabilisation du système de santé a été validé pour la période d'août à octobre 2018. Il s'ensuivra un plan de résilience. En attendant la mise en œuvre de ce plan, à quoi peut-on s'attendre comme problème et défi? C'est la question que nous avons posée au Dr Billy Sivaera. Il est chef de mission de l'ONG Alliance for International Medical Action en Guinée. Il a suivi de près la phase post-épidémie en Guinée depuis 2016. Nous l'avons joint depuis Conakry, la capitale guinéenne. Bon, les problèmes majeurs qui ont été remarqués étaient essentiellement les suivis des syndromes post-Ebola. Donc les patients guéris, certains patients guéris présentaient des séquelles physiques ou des problèmes de santé mentale. À titre d'exemple, l'ONG Alim a eu à suivre une centaine de survivants dans la région forestière, dont près de 67% présentaient des problèmes de santé mentale et 30% nécessitaient une prise en charge adéquate. Ça signifie une psychothérapie médicamenteuse. Les autres problèmes qui ont été aussi notifiés, c'était les problèmes des stigmatisations et des discriminations des victimes, surtout dans les milieux ruraux. Certaines victimes étaient amenées à déménager, à changer de ville, ou à pouvoir payer des rançons pour pouvoir réintégrer les communautés parce qu'il fallait respecter certaines pratiques coutumières. Ensuite aussi, le système de santé est déstructuré suite à l'épidémie d'Ebola et de façon générale, le système de santé ici en Guinée est assez faible. Et donc, il y a quand même des problèmes de qualité d'offres de soins, pas forcément pour les patients guéris, mais aussi la population générale, des questions de biosécurité et des problèmes de diagnostics qui sont limités pour d'éventuelles pathologies où par moment il faudrait mener les échantillons en dehors de la Guinée pour pouvoir confirmer la prise en charge des cas. Et c'est là bien qu'il y avait quand même certains projets sur la Guinée pour pouvoir assurer un suivi des patients Ebola. Donc voilà un peu résumé les principaux problèmes rencontrés en post-Ebola et du fait qu'on la recherche avance, mais on ne connaît pas encore tout sur Ebola. Donc voilà, notamment il y a la notion de l'intermittence de la positivité du sperme chez certains patients guéris Ebola, qui étaient déjà déclarés guéris, ou certains au bout des 14 voire 18 mois dans les pays de la sous-région. Et même ici, on a retrouvé quand même des traces des virus d'Ebola dans leur sperme. Mais ce qui ne signifie pas forcément une possibilité de contamination. Donc la recherche a encore aussi beaucoup d'éléments à pouvoir clarifier auprès des communautés pour avoir une meilleure connaissance de cette maladie. Ouais. Et comment avez-vous procédé pour résoudre ces problèmes que vous venez de soulever? Et quelles leçons peut-on tirer de cette expérience pour la phase post-épidémie en RDC? En tout cas, on a capitalisé l'expérience de l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement celle qu'on a eue en Guinée, et vu qu'on avait assuré une prise en charge d'une centaine de personnes. On avait un centre de traitement sur la région forestière, l'ONG Alima. Donc, à titre d'exemple, nous avions utilisé certaines molécules thérapeutiques pour la prise en charge des patients. Donc, à ce jour, il y a autour de 4 molécules en cours d'expérimentation qui ont été utilisées, dont certaines ont été utilisées ici en Guinée, notamment les favipiravir ou les Gilead. Et en RDC, là, il y a eu aussi les ZMAP et aussi une molécule congolaise de l'INRB qu'on appelle les MAP 114. Donc, c'est autant de molécules qui ont été retenues pour l'actuelle épidémie en RDC. Donc, ce qui fait que les gens ne sont pas allés, les gens sont allés quand même avec de la matière, ça signifie des molécules pour assurer une prise en charge des patients. Il y avait aussi les vaccins. En Guinée, on est opérateur terrain de mise en œuvre d'un grand essai vaccinal Prévac où on fait un essai autour de 2 vaccins, un des Merck et un autre des Johnson & Johnson sur 5 stratégies vaccinales différentes. Donc, sur la Guinée, il y avait quand même des avancées. Et ces vaccins Merck OMS qui a été aussi utilisé en RDC par l'OMS.
En plus de ça, on a d'emblée intégré les aspects de la prise en charge psychosociale et santé mentale, suite à notre expérience guinéenne où on avait des psychologues, mais aussi des anthropologues intégrés au sein des équipes médicales, logistiques et autres qu'on avait sur la Guinée. Particulièrement sur la RDC, là, vu que c'était en région forestière où il y avait des pygmées, on avait un anthropologue pygmologue qui fait partie aussi des équipes, ce qui permet une meilleure compréhension de la maladie au-delà de l'offre de soins, mais aussi de pouvoir sensibiliser et mieux comprendre la communauté parce que c'est elle qui est au centre de la réponse. En Guinée aussi, il y a des avancées importantes en termes de surveillance épidémiologique et des renforcements des capacités des équipes. Donc il y a beaucoup de personnels qui ont déjà été formés en Guinée qui ont assuré la prise en charge des malades. Bon, la RDC a sollicité un appui au ministère de la Santé guinéen qui a envoyé des ressources humaines nationales comme des autres organisations de l'OMS et même d'Alima qui sont prêtées main forte aux équipes de la RDC. Vu qu'on a quand même une expérience assez avancée en Afrique de l'Ouest sur ces questions d'Ebola, c'est là lié à l'impact qu'a eu cette maladie ici, bien que la RDC est à sa 9e épidémie d'Ebola. Mais en Afrique de l'Ouest, il n'y a eu qu'une seule épidémie, mais si on calcule le nombre de décès, le nombre des cas qu'il y a eu et Ebola qui a atteint les capitales et les grandes villes, donc ça fait qu'il y a des avancées ici en termes de recherche, en termes de prise en charge, en termes de surveillance épidémiologique. Donc on peut dire que la RDC a bénéficié vraiment de l'expérience en Afrique de l'Ouest et particulièrement de l'expérience guinéenne pour répondre à la récente épidémie d'Ebola. Une dernière question, docteur. La RDC a justement maîtrisé et mis un terme assez rapidement à l'épidémie et le bilan a été moins lourd comparé à l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest. En quoi cela peut inspirer d'autres pays pour des épidémies futures? Premièrement, je pense qu'il y a eu une appropriation de la lutte avec un leadership, en tout cas de haut niveau, auprès des autorités nationales congolaises. On a carrément le ministre de la Santé qui a déplacé son QG en Bandaka et dans la région d'Itipo. Et lui-même était physiquement présent toutes les semaines sur les terrains. Donc, c'est vraiment un acteur opérationnel. Et on a vu même les équipes de l'OMS en 3 semaines avoir les visites des hauts niveaux de la direction générale de l'OMS ou d'autres institutions des Nations Unies sur le terrain. Et aussi des ONG. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de retard entre la déclaration de l'épidémie et les interventions des acteurs sur le terrain rapidement. L'OMS a pu mobiliser des ressources et les gouvernements de la RDC et d'autres acteurs qui étaient ONG humanitaires qui étaient déjà présents quelques jours après la déclaration de l'épidémie. Donc, je pense qu'en termes de coordination, c'est vraiment ce qui a fait que les choses avancent très vite. Deuxième élément, c'est la région, c'est que je disais avant, les gens ne sont pas arrivés main vide, donc en arrivant, il y avait des vaccins qui étaient déjà, même s'ils étaient expérimentaux, il y avait des molécules déjà validées, les 4 molécules que j'ai citées. Nous sommes aussi arrivés à Lima avec un outil qui permet de prendre en charge les patients différemment, c'est ce qu'on appelle les chambres biosécurisées. Donc c'était une première utilisation en situation réelle en RDC pendant cette épidémie d'Ebola. Donc ce sont des chambres biosécurisées avec une pression négative qui permettent au personnel de santé de correctement prendre en charge les patients. Parce qu'on sait très bien, Ebola, ce qui est important, c'est aussi la réanimation du malade. Donc le fait d'être tout le temps dans des tenues dites des cosmonautes ne permettent pas au personnel de santé d'assurer correctement la prise en charge des patients, notamment la réanimation, parce qu'il faut s'échanger toutes les 30 minutes. Pour ce qui explose le nombre des ressources humaines. À titre d'exemple, sur un centre de traitement de 10 patients qu'on avait eu en Guinée pendant l'épidémie d'Ebola, il nous fallait au moins 200 staffs. Mais là, avec ces chambres biosécurisées qui sont en parois transparentes et qui sont déployables facilement au plus proche du foyer épidémique et en pression négative, on arrive à utiliser que 30 staffs pour assurer la prise en charge des 10 patients. Donc du coup, les coûts se réduisent très très sensiblement et ils sont en capacité d'être réutilisés autour des 10 fois sur des épidémies dans des foyers différents. Donc ça a été quand même une nouveauté ici en termes des moyens mis à disposition du personnel de santé pour les traitements. La vaccination aussi a permis de contenir très rapidement la propagation de la maladie, notamment dans Bandaka.
je sais pas si c'est l'avantage ou la particularité de la RDC, c'est que ce sont des épidémies qui se vivent surtout en région forestière, et du fait que il y a des problèmes d'accès dans cette région forestière, les routes sont délabrées et donc les populations ne circulent pas beaucoup dans cette forêt, ce qui est différent d'ici en Afrique de l'Ouest où les populations quittent facilement d'une capitale ou d'une ville à une autre, et de cette façon ils peuvent aussi circuler avec la maladie. Donc la région forestière a aussi permis, tant soit peu, de pouvoir circonscrire cette propagation de la maladie, mais en tout cas les acteurs étaient beaucoup plus présents avec des moyens techniques appropriés pour pouvoir contrôler rapidement cette épidémie. Nous remercions les docteurs Michael Ryan et Billy Sivaera pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le docteur Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, c'est en France. Bonjour docteur, je suis héritier Lusimba depuis la ville de Beni, à province du Nord Kivu. Depuis que je suis né, voici 30 ans, à chaque fois que je tombe malade, l'on me parle de la fièvre typhoïde. Ce qui m'étonne encore, j'essaie de suivre les 5 moments clés du lavage des mains comme recommandé, mais sans succès. Que peux-je faire encore ou carrément ne me faut-il pas croire aux médecins? Lusimba, je voudrais savoir quelles mesures de prévention supplémentaires en plus du lavage des mains il peut adopter pour éviter la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, encore appelée maladie des mains sales, est une maladie infectieuse dont la contamination se fait essentiellement par voie orale. En plus du lavage des mains qui est indispensable, à savoir bien se laver les mains après sa toilette, bien se laver les mains avant de toucher les aliments et surtout bien se laver les mains avant de passer à table, il faut, pour éviter la fièvre typhoïde, absolument veiller à boire de l'eau potable ou de l'eau bouillie lorsqu'on est surtout en zone à risque. Comme autre mesure supplémentaire que je peux conseiller à Lusimba, c'est se faire vacciner notamment s'il réside en zone à risque. Le vaccin antityphoïdique va lui conférer, grâce à une seule injection, une protection immunitaire contre la fièvre typhoïde d'environ 3 ans. Voici ce que je pouvais répondre à Lusimba, qui appelle depuis Beni, dans le Nord Kivu. Et si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous vous informons également qu'il existe une version télé de ce programme. Elle est diffusée tous les mercredis sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos télévisions partenaires. Vous pouvez aussi regarder et télécharger toutes nos émissions sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com. C'est la fin de Votre Santé, Votre Avenir. Cette édition était consacrée au bilan et perspectives de la 9e épidémie d'Ebola en RDC. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le Dr Oli Ilunga, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous avons dressé le bilan de la riposte, les leçons tirées de l'épidémie et les défis qui attendent le pays dans la phase post-épidémie. Nous avons aussi écouté le Dr Michael Ryan, sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'un des partenaires du gouvernement congolais dans la lutte contre l'épidémie. Il nous a parlé des moyens qui ont permis de maîtriser l'épidémie en moins de 3 mois. Enfin, nous avons écouté le docteur Billy Sivaera, chef de mission de l'ONG Alliance for International Medical Action en Guinée. À partir de l'expérience vécue dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, il nous a expliqué les enjeux de la phase post-épidémie. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci également à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants RDC, Gabrielina à Lubumbashi, Pero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni, qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Thiero et de Kif Holmes qui était à la console. À la présentation, c'était Rosine Munezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.